Je ne vais plus les présenter si vous aviez déjà eu l'occasion d'être avec nous depuis le début de cette émission, comme tonton Désiré Diotan. Vous savez déjà qu'ils ont eu le temps d'ouvrir leur gorge, parce que je leur donnais la parole pour leur permettre de se préparer. Comme on le dit, échauffement avant match. Voilà, le match va démarrer. Et Stéphane Akinrossou, bonjour une fois encore. Oui, bonjour Boris Lagoua. Alors, Oumar Andjou. Écoutez, rebonjour. Rebonjour, d'accord, bonjour à nouveau. Alors, les sujets qui vous intéressent, oui, vous les avez sélectionnés. Merci de me faire parvenir vos sujets, oui. Alors, donc, fraternité, oui, la loi sur chefferie traditionnelle. Nous allons d'abord, est-ce que vous avez suivi le match des écureuils? Des guépards. Je n'ai pas eu l'occasion de suivre le match des guépards. Vous avez suivi le match? Bon, à un moment donné, je me suis levé. D'accord. Vous étiez certainement mécontent. Hein? Oui, mécontent à un moment donné, parce que quand vous avez mené, vous menez le jeu, vous avez deux à votre compteur et que par la suite... Le Bénin a mené. Moi, je n'ai pas suivi le match. Oui, ils étaient vraiment occupés. Ils étaient à 2-0. Ils étaient à 2-0. Et puis après, il y avait eu la remontada là, de l'autre équipe. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas faire une crise pendant que le match est fini. Donc laissez ce sujet-là, nous allons passer... Oui, franchement. Non, mais c'est vrai que je comprends pourquoi les quotidiens ne sont pas allés par le dos de la cuillère, parce qu'un quotidien a dit que c'est un mauvais coaching. Oui, et je pense que c'est le nœud même qui... Oui, je pense. Sinon, mener 2-0 et se faire rattraper, c'est bon. Il y a quelque chose qui n'a pas marché forcément. Si on arrive à garder le score quand même, c'est la moindre des choses. Mais sincèrement, ce matin, lorsque j'ai commencé par faire le tour des unes très tôt ce matin, et j'ai vu 2-2, honnêtement, je vais vous dire le sentiment qui m'a animé. J'étais content parce que je me suis dit, les guépards marquent des buts. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Parce que 2-2, c'est qu'ils ont marqué des buts. Ils ont marqué 2 buts. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qui est capable de marquer des buts. Ce qu'on a pu retrouver, on a souffert de cela quelques années. Mais aujourd'hui, on marque des buts. Maintenant, il va falloir trouver les manières pour conserver les buts. Lorsque vous marquez des buts, quel coaching faut-il faire donc pour pouvoir maintenir le score, pour ne pas assister à des remontadas comme le cas hier à Zimbabwe? C'est déplorable. Ouais. C'est vrai, finalement, on comprend pourquoi les quotidiens ce matin se jettent à boulet rouge de grosses fléchettes contre notre sélectionneur national, Gernot Rohr. C'est déplorable. Comment ne pas pouvoir conserver un score? C'est quelque chose de très grave en football. Et la plupart des équipes travaillent normalement en cela. La défense est là. C'est-à-dire que dès que vous menez à 2-0, normalement, le système doit changer immédiatement. Vous n'êtes plus à la recherche de buts en réalité. Oui. À partir de cet instant, 2-0, mais vous devez normalement chercher à tout prix à conserver ce score-là. Ça veut dire qu'il y a une faille au niveau de notre jeu défensif. Ça veut dire qu'il y a une faille au niveau de notre capacité à nous adapter lorsque nous menons le jeu. Et ça, je pense que c'est l'entraîneur qui est le dépositaire de cette partie-là, on va dire, de cette manière-là de jouer, de la stratégie à mettre en place, de la tactique à mettre en place pour pouvoir conserver ne serait-ce que les buts. C'est la moindre des choses. Enfin, je ne sais pas si Stéphane en fait, moi, je pense que Maurice disait tout à l'heure que les guépards ont commencé par marquer des buts. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de célébrer les nuls chez nous comme si c'était des victoires. Voilà, et ça, je trouve que cette méthode-là, il va falloir revoir ça. Parce que souvent, on a été mené au score et du coup, quand on fait un match nul, on s'en réjouit. Il n'est plus opportun aujourd'hui de se réjouir des matchs nuls que nous faisons, surtout quand on a une équipe en face qu'on peut se la faire. Je trouve que ça, ce n'est pas du tout bien. Et puis, ce qui s'est passé hier, c'est comme si... On a eu des échecs honorables dans ce pays. Justement, il y a des raisons de se réjouir pour des matchs nuls. Oui, mais ça, c'est célébrer la médiocrité. Ce qui s'est passé hier, c'est un peu comme si
la défense ou le jeu défensif se jouait autour d'un seul joueur. Pas parce que c'est comme si quand il a eu une blessure façon là, ou bien le jeu des défensifs a été désorganisé. Il y a eu une blessure. Oui, donc a été désorganisé. Et donc je trouve que vraiment il va falloir que le coach trouve le mécanisme nécessaire pour réorganiser la défense. Et une fois qu'on mène le jeu, qu'on puisse maintenir le score jusqu'à la fin. Parce que c'est essentiel. Quand on est mené, c'est mieux que quand on mène et puis après on vous fait ravaler ça. Vraiment, ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Il va falloir revoir ce jeu-là. Et puis il est quand même temps qu'on arrête de nous faire saigner le cœur, nos cœurs, parce que suivre un match des Guépards aujourd'hui, c'est comme les télénovelas. Nos cœurs, on passe par toutes les émotions. Oui, on passe par toutes des émotions. Moi, je ne savais pas. Je ne suis pas télénovelas. Heureusement. Non, vraiment, c'est un peu comme ça. Et puis, vous dites quelque chose, moi, qui, ne serait-ce qu'au début de votre propos, et également au début du propos de Maury aussi. Vous avez dit quelque chose. Pendant longtemps au Bénin, ne serait-ce que sur le plan du football, on s'est contenté de célébrer la médiocrité. On s'est dit non, si on peut déjà non, attendez. Imaginez, je ne vois pas. Qui a imaginé ça même? Des fêtes honorables. Je vous assure. Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a des gens même qui ont dit non, si on a perdu 1-0, c'est pas grave. Ça veut dire que quelque part, j'ai entendu ça dans ce pays. Donc à un moment, il faudrait qu'on se mette sur la même lancée que le Bénin actuel. Excusez-moi de le dire ainsi. On est sur une nouvelle lancée aujourd'hui. Tout le monde parle du Bénin. On a les villes les plus propres en Afrique. On a une bonne économie qui est en marche. Tout le monde salue ça. Les grandes organisations à travers le monde saluent ça. Mais pourquoi est-ce que sur le plan du sport également, on ne peut pas, même, je sais pas moi, mettre les personnes également qu'il faut, ne serait-ce qu'au plan du football? C'est le sport roi chez nous. C'est le sport que tout le monde sait jouer. Voilà. Donc, on ne peut pas trouver 11 bons joueurs, laissons même 11, disons 22 bons joueurs qui peuvent se remplacer, qui peuvent s'échanger. Il suffit simplement qu'un seul soit blessé et puis c'est fini, tout est désorganisé. Ça aussi, il faut revoir ça. On ne peut plus continuer à célébrer la médiocrité. Ça, c'est moi, mon avis. Si Gernot Rohr ne fait pas l'affaire, il faut qu'on réfléchisse et qu'à un moment, on choisit les bonnes personnes, des gens qui sont là pour la gagne et non pour les nuls. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour la gagne, gagner les 3 points, c'est essentiel pour nous. Le Bénin n'a jamais participé à une Coupe du Monde. À un moment, il faut qu'on participe. Et ça sera à quel moment? On va remettre ça à chaque fois plus tard? Non, on est en train de grandir à chaque fois. Non, on est grand désormais. Il faut qu'on joue véritablement au foot et qu'on puisse affronter les plus grandes nations, la tête haute, et pouvoir les battre également. Voilà. Moi, je veux le Bénin qui a participé donc à cette coupe. Je ne me souviens plus. C'était au Maroc où on a joué ce quart de finale là contre le Maroc. Je veux ce Bénin-là encore. C'est possible. Donc, on peut en trouver des joueurs de ce talent, de ce niveau-là. Il y en a dans tous les quartiers. C'est Ziyech, non? C'était Ziyech, c'était lui. Il a été muselé au milieu du terrain. Wow. Voilà. Et nos jeunes gens ont joué ce jour-là. Je vous assure, ce match-là, je l'ai commencé d'abord au bureau. Je regardais sur mon ordinateur, je finis, je suis dans la voiture, j'écoutais jusqu'à ce que j'arrive... À la maison, au salon, et vous avez fini par la douche. À un moment... Oui, mais l'autre chose... À un moment, j'étais dans un embouteillage, tout le monde était bloqué. Je vous assure, à un moment, j'éteins la radio, je garde bien, je me mets de côté parce que c'était devenu incroyable. RFI ne me suffisait plus. Je suis sorti pour aller suivre ça dans une cafette et je suis là maintenant. Voilà. Chez Diallo. Oui, et j'ai suivi tout le reste du match. C'est ça le Bénin que l'on veut, le Bénin qui motive, qui vous rend fier. Et donc, si c'est pour aller mener des gens 2-0, et quelque temps après, les gens vont... Oui, évidemment, un Bénin, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Il pose le problème de doublon. C'est-à-dire, c'est doublon, je vais dire, il faut qu'à chaque fois, il faut que le banc soit deux joueurs sauvages, 2 joueurs compétents, 2 joueurs incontournables. Évidemment, l'une de vos expressions, 2 joueurs de malades. 2 joueurs de malades par poste. C'est ce qu'il nous faut. Évidemment, une équipe bien formée, bien articulée, qui peut nous rendre fiers, et non une équipe qui, à la fin des compétitions, fait de nous des mathématiciens où on est obligé... À la fin, on soit les calculatrices. Oui, on prend les calculatrices. Si l'Afrique du Sud gagne ici, et que la Libye fait ci. Et puis on est dans des hypothèses totalement incongrues. Pour la canne. C'est ça on a fait. Oui, mais il faut qu'on sorte de ce tâtonnement-là. Il faut qu'on sorte de ce tâtonnement-là et de ces incertitudes
qui ne seront pas toujours à notre portée. Il faut qu'on soit en mesure de dire, là où on est maintenant, là, on est sûr, on peut dormir sur nous, on peut même concéder le match qui vient à l'équipe. Yes. Oui, il faut qu'on en arrive là et non, bon, on ne peut pas être des mathématiciens ou des suiveurs de télénovelas. Et puis malheureusement, moi, je n'ai pas suivi, je ne sais pas si vous me permettez, je ne sais pas si Stéphane peut m'éclairer. À un moment, on n'a pas comment on appelle, de joueur, un bon milieu de terrain, un intérieur qui prend le jeu à son compte. Un Stéphane Sessegnon. Le Stéphane Sessegnon, les Moudachirou qu'on a connus dans le temps, des gens qui prennent le jeu à leur compte, qui donnent la balle, qui se repositionnent, qui reprennent la balle et qui un Modric, un Klose, qui encore. Non, le problème c'est que je ne pense pas que le problème ne se pose plus. Mais contre la Libye, on avait eu ce problème. Il y a des joueurs de cet acabit-là. Au milieu du terrain, on n'a pas encore le joueur qui a le volume de Stéphane Sessegnon. C'est là où je suis d'accord avec vous. Il faut aller les dénicher. Il y en a au Bénin. Oui, il y en a au Bénin. Il y en a au Bénin. Des jeunes talentueux, il y en a. Non. Très talentueux. Oui. On n'a pas d'organisateur sur ce plateau. Sur ce plateau, moi je connais un attaquant au moins sur ce plateau. Il est plutôt central sur le plateau. Non, moi je suis spectateur. Ah bon, d'accord. Non mais c'est vrai qu'on a besoin d'un organisateur de jeu, quoi. Ça nous manque véritablement. Sinon sur les autres compartiments, le Bénin plus ou moins arrive à tenir la dragée aux autres équipes. Mais malheureusement au milieu du terrain, qui prend le jeu à son compte, qui distribue le ballon, qui est le métronome, le Manitou. Voilà, le grand Manitou le chef d'orchestre au milieu du terrain. On n'en a pas aujourd'hui. Et ça, moi, je trouve que c'est malheureux. Gernot Rohr devrait normalement faire de cela son cheval de bataille, dénicher ce jeune gars-là qui va venir rester au milieu du terrain, prendre notre jeu en compte et distribuer le ballon. Et quand il se sent bien sur le terrain, tout va bien. C'était le cas de Sessegnon. Quand Sessegnon se sentait bien, c'est toute l'équipe qui était montée. Et c'est là également se sentait bien. Le temps de Latoundi, Moussa Latoundi également. Des gens qui sont au terrain, dans le milieu de terrain, qui peuvent prendre le jeu à leur compte. C'est-à-dire qui donnent de la valeur, de la plus-value dès qu'ils ont le ballon. Le temps de mourir au Goubi. Mourir au Goubi, voilà. Des joueurs capables de faire, comme on le dit, de faire le gris-gris seul. Voilà. Ça dit qu'ils n'ont pas peur de prendre des initiatives. Vous faites bien on manque de ce talent de citer ces gloires-là. Mais en même temps, c'est que quand on passe tout le temps à structurer le jeu d'une équipe autour des individus, lorsque ces individus ne sont plus là, c'est des problèmes auxquels on fait face. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça dit qu'il faut pouvoir... Il nous a crucifiés. Non, je nous a crucifiés. C'est pas qu'il nous a crucifiés, je le comprends aussi. En même temps qu'il y a ces gens qui font leur temps de gloire, il faut préparer la relève. Et c'est là où on se rejoint. Maintenant, même quand il y a des relèves possibles, c'est que la béninoiserie fait que on ne les positionne pas parce qu'ils peuvent faire ombrage à ceux qui passent leur temps de gloire. Et je trouve que pour la bonne santé du football béninois, il faut pouvoir arrêter ça et puis mettre ceux qui peuvent faire le job et puis préparer leur remplaçant au même moment. On ne peut pas avoir Messi ne peut pas être le seul dieu de football dans le Je suis complètement d'accord avec vous. Non, donc je vais prendre juste un petit exemple pour que vous compreniez ce dont je parle. Hier, j'étais avec quelqu'un qui regardait le match de l'équipe de France. C'est un exemple comme ça que je prends. Et après, on est retombé sur le Brésil aussi. Il regarde le match du Brésil. Quand vous regardez aujourd'hui le match, quand vous avez regardé hier, le match de l'équipe de France, mais vous allez vous demander, mais Rabiot, il avait bouffé du lion ou bien qu'est-ce qu'il avait mangé? Il prenait le jeu à son compte. C'était lui le métronome. Les Mbappé, tout ce monde-là, ils étaient devant. Que je vous dise ce qu'il a mangé. Il a mangé Gbagba. Voilà, donc il prenait le jeu à son compte. C'est lui qui accélérait, c'est lui qui décélérait, c'est lui qui remettait en arrière, c'est lui qui... C'est-à-dire, il donnait le ton, il donnait le là à chaque fois. Et c'est cela dont nous avons besoin. Je ne dis pas qu'on construit notre jeu autour d'un individu, non, pas ça. Mais quand on est une organisation où quelqu'un peut dire, ah là, on accélère. Ah, regardez l'équipe du Real Madrid. On casse le rythme. Il peut casser le rythme, il peut accélérer, il peut ramener. Voilà, donc c'est ce que nous disons. Voilà. On n'a pas ce type de joueur aujourd'hui. Et qu'est-ce que Gernot Rohr fait par rapport à ça? Moi, je décris cet aspect-là depuis un moment. Mais c'est quoi le problème? Il y a des jeunes gens dans les quartiers qui avec ce qui s'est passé hier, je pense qu'il va revoir. Oui, de Tchoumi à Sakete, de Dassa à Guagon, on va trouver forcément un bon joueur qui peut jouer ce truc-là. Ah bon, pourquoi vous dites à Guagon? Mais pourquoi j'ai dit Sakete aussi? Je suis de Sakete. Non, j'ai dit pourquoi vous dites Aguagon est une localité du Bénin. Dans mon village.
Ah bon, ah oui, Agua, c'est vrai. Ne me provoquez pas. Allez, on salue au passage le roi d'Aguagon. On le salue, on salue tous les dignitaires, je vais dire. Voilà, et tous les oncles qui aiment bien suivre la matinale sur Matin d'Éden. Merci à vous pour ce que vous avez apporté. J'espère que Gernot Rohr va suivre vos analyses et pouvoir en tirer des graines. Évidemment, évidemment. Pour que les choses changent. Il faut qu'il tire le son de l'expérience. Il nous faut un coaching gagnant. Voilà, voilà. Et non un coaching de victoire, comment on dit, de célébration de défaite, de célébration des matchs nuls. Il faut pouvoir arrêter avec ça. Voilà. Merci à vous. On va passer à un autre sujet très sérieux. Ce matin, Matin Libre que Rebecca va nous afficher nous parle de l'indifférence des autorités face au sort des dialysés. Alors, je voudrais quand même mettre tout le monde au même niveau. Je sais que dans nos recherches, dans la quête de la vérité, de ce qu'il faut, notre rédaction s'est déjà rapprochée de ce service de dialyse qui est au CNHU pour donc comprendre ce qui s'y passe. Et le médecin-chef, en toute franchise, nous a dit ce qui se fait jusque-là. Je voudrais vous inviter à suivre d'abord ce reportage avant de revenir pour faire votre analyse. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou dispose désormais de 23 nouveaux générateurs d'hémodialyse de dernière génération pour la prise en charge des malades d'insuffisance rénale chronique. La mesure a permis d'accroître la qualité et le niveau des prestations dans ce service. La clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU a bénéficié d'appuis importants de la part du gouvernement. Cet appui concerne la réfection des locaux. Les locaux étaient quand même désuets, hors normes, et le gouvernement nous a appuyés à réfectionner certains locaux. Ça, c'est un point vraiment positif. L'autre chose, nous avons bénéficié également d'un appui en matériel important. 23 générateurs. Ce sont des générateurs modernes, performants, qui ont permis d'augmenter la capacité de prise en charge des patients. Aujourd'hui, nous pouvons prendre beaucoup de patients. La capacité étant augmentée, nous prenons des patients en charge et ça de façon permanente du lundi jusqu'à dimanche matin, non-stop. Ce qui est une avancée importante. Là, nous prenons, on peut dire, plus de 200 patients régulièrement en charge. La question de la suppression totale de la prise en charge des dialysés est très agitée au sein de l'opinion publique. Mais le chef-service de la clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU répond par la négative et apporte plus de précision. Il y a même une particularité de la prise en charge des dialysés au Bénin. La prise en charge accordée par l'État béninois couvre les séances d'hémodialyse, les examens et les médicaments. Donc c'est une prise en charge globale des patients. Dès que l'État décide de prendre en charge un patient, cette prise en charge, elle est globale. Et les patients, vous les avez vus, quand ils viennent en séance, ils font leur séance, surtout ceux qui ont la prise en charge, ils ne payent rien. Ils bénéficient d'une collation, ils ont leur rendez-vous planifié, ils ont des examens périodiques planifiés par mois. Certains examens sont faits tous les 3 mois et d'autres tous les 6 mois. Il y a même des bilans que nous réalisons une fois par an. Donc, et tout ça gratuitement dans la prise en charge, quand elle est offerte. Tous ceux qui bénéficiaient de la prise en charge avant ont continué à bénéficier. Donc ceux qui étaient dans la file active ont conservé leur prise en charge. Et comme je viens de dire, à 100%. Justement, pour alléger le fardeau financier des malades ne bénéficiant pas d'une prise en charge, le gouvernement a décidé en septembre 2024 d'exonérer les kits de dialyse des droits et taxes de douane. Exonérer droits et taxes des kits de dialyse. Matin Libre, ce matin, on parle de l'indifférence de l'autorité, l'indifférence du gouvernement, et parle
face au triste sort des dialysés, indifférence des autorités. Vous avez suivi ce reportage. Lorsque vous mettez ensemble ce reportage et ce titre, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, évidemment, il y a un déphasage qui se constate. On ne va pas dire que le gouvernement est indifférent. Le dire, c'est ne pas reconnaître tous les efforts qui sont consentis par le gouvernement du Patrice Talon jusque-là. Il faut dire que déjà par rapport à l'aménagement du plateau technique, le gouvernement a fait des efforts. Il y a la réfection d'un certain nombre de centres dans certaines grandes villes. Ça, là, il ne faut pas occulter ça. Quand on prend également la question de l'exonération des droits et taxes des kits, je pense que ça allège. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement est resté indifférent. Le gouvernement a fait des efforts, sauf que par rapport à la dangerosité et aux moyens financiers que nécessite la prise en charge de ce mal-là, on demande encore au gouvernement de faire un pas de plus, un pas humain et d'être un peu plus regardant par rapport à ceux qui sont nos frères et sœurs qui sont dans cette situation-là et qui n'ont pas forcément les moyens. En fait, ceux qui ont les moyens financiers qu'il faut pour faire face à ce mal-là, je dis pour eux, il n'y a pas véritablement de problème. Mais il y a quand même une frange de la population, une certaine partie de la population qui ne peut pas faire face à ce mal-là si il s'avérait que par le triste sort, il se trouvait emballé par ça. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait énormément d'efforts. Bon, maintenant, il faut qu'on invite le gouvernement à faire un pas de plus pour qu'on aille vers la prise en charge intégrale. Parce que ce mal-là, ça décime financièrement, ça bouffe énormément de l'argent. Dans le secteur, je pense que dans le secteur privé, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que ça varie de 40 000 francs à 60 000 francs la séance. Dans le secteur privé. Il y a encore quelques années, c'était jusqu'à 200 000 oui, par séance. Par séance, bien évidemment. Par séance, voyez-vous. Et il faut faire deux ou trois séances par semaine. Voyez, par semaine, par mois, et surtout toute la vie, vous voyez, ça pompe sur le plan financier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on invite le gouvernement à être regardant par rapport à ceux-là qui n'ont pas une certaine couverture sanitaire, qui n'ont pas une certaine prise en charge au niveau et dont la profession ne leur permet pas d'avoir la prise en charge. Par exemple, quand on prend un secteur qui est le nôtre, par exemple, qui est la presse, où on n'a pas une certaine prise en charge. On a des confrères qui souffrent de ce mal-là et qui en meurent tous les jours. On a un confrère, malheureusement, Baguidi, qui est dans le cas, Judikaël Baguidi, qui est obligé, contre sa volonté, de faire pratiquement le salamalek pour survivre. Or, s'il y avait une prise en charge, au moins ce qu'on lui donnait pouvait lui permettre de manger. Voyez-vous, il va utiliser ça pour manger et survivre. Au lieu de quel geste on peut lui faire pour qu'il puisse survivre à ce mal-là individuellement. Seule une prise en charge peut lui permettre de s'en sortir. Donc, il y a des catégories socio-professionnelles où le gouvernement vraiment doit penser à une prise en charge intégrale, n'est-ce pas, donc, de ce mal-là. Très bien. Oui. Je vous donne la parole, Omar. Effectivement, je suis complètement d'avis avec Stéphane. Je pense que le gouvernement fait un effort considérable, on est tous d'accord. Il y a quelques années, ce n'était pas le même dispositif qu'on a aujourd'hui au Centre national Hubert Koutoukou-Maga, qu'on a désormais. Donc, il y a eu une évolution et c'est à saluer. On salue les efforts, nous sommes complètement d'accord. Mais face à ce mal-là, comme l'a dit Stéphane, on est sans armes. La population est sans armes. La population n'arrive pas à se soigner convenablement. Et quand la population est sans armes, c'est là qu'intervient le service public, c'est là qu'intervient le devoir régalien dont nous parlons. C'est à ce moment-là que l'État prend donc les choses en main et dit « Ah,
vraiment, c'est un problème de santé publique et je dois pouvoir m'en occuper. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à cette étape-là. On va vraiment exhorter nos autorités à aller dans le sens de faire de la dialyse, comment on appelle l'insuffisance rénale, une maladie chronique, au même titre que moi, je ne sais pas quoi, l'hypertension artérielle, le diabète, où les gens aujourd'hui peuvent s'acheter de leurs médicaments et les prendre et rester tranquilles, sans grand souci. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, moi, je regardais un reportage sur une chaîne étrangère. Chez eux, les kits pour faire donc l'hémodialyse, ou comment est-ce qu'ils appellent ça, pour faire le matériel, le dispositif, aujourd'hui, on l'a même miniaturisé au point où les gens l'ont dans leur maison dans les pays les plus développés. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas peut-être dans ce sens-là, les miniaturiser là, et vraiment les déposer un peu partout dans nos centres de santé publique afin que les gens puissent avoir accès. Vous voyez, nous en parlons aujourd'hui parce que nous avons à Cotonou les moyens d'aller faire les examens pour détecter le fait que la personne souffre d'insuffisance rénale et toutes ces choses-là. Mais dans nos contrées les plus reculées, les gens meurent simplement, sans examen, rien du tout. Du jour au lendemain, il te dit j'ai tel mal. Et puis voilà, on met ça sur le dos de la tante qui, de l'autre côté là-bas, est assez vieille, qui n'a plus d'autre, qui est devenue toute recroquevillée sur le poids de l'âge. Et on dit que c'est elle donc, qui est à la base de la mort de tel ou tel. Donc c'est un problème de santé publique. Et quand c'est public, l'État doit prendre le relais. Et moi, j'exhorte vraiment nos autorités à prendre vraiment le relais. Malgré tous les efforts qui sont déjà faits, il faut qu'au Bénin, parce qu'on est sur une nouvelle lancée, il a dit tantôt quand on parlait du sport. Dans ce secteur-là aussi, il faut qu'on se mette également sur une nouvelle lancée. On veut créer le CHIC, l'un des hôpitaux les plus huppés du continent, celui qui sera à la pointe de la technologie. On veut être les premiers à ce niveau. Moi, je pense qu'il y a des secteurs également où on doit être les premiers. Sur le plan de la dialyse, il faut qu'on soit des premiers. Si c'est prise en charge dans beaucoup de pays africains, en Côte d'Ivoire, je crois que la prise en charge est beaucoup plus évoluée chez eux là-bas que chez nous. C'est un pays africain. On n'a pas dit là que c'est l'Europe. Donc, on peut essayer de voir le mécanisme. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place chez eux pour que la plupart des gens, pour que même quelquefois, même des Béninois s'expatrient juste parce qu'ils ont cette maladie-là et aller rester en Côte d'Ivoire et vivre là-bas, rien que pour pouvoir bénéficier donc, de la dialyse. Donc, cherchons à voir le mécanisme. Comment est-ce qu'on fait? Il ne faut pas mettre peut-être tout ce qui est à la pointe de la technologie au niveau du CHIC. Il faut ramener peut-être quelques-uns aussi dans nos centres de santé, dans les départements, dans nos localités assez reculées pour que les gens également puissent bénéficier. La dialyse aujourd'hui, je le dis et je le répète, excusez-moi de me répéter, je pense que c'est un problème de santé publique que l'État doit pouvoir prendre en compte aujourd'hui parce que c'est un mal face auquel la population béninoise, dans sa grande majorité, n'a pas d'armes pour se défendre. On n'a pas les moyens financiers pour faire face à cette maladie-là. Voilà. Très bien. Alors, le leader du jour, si Rebecca veut bien nous aider en l'affichant, le Bénin à la quête d'un bon manager, c'est ce qu'affiche ce matin le leader du jour. Et le quotidien nous parle de gouvernance politique et réforme majeure après talon. Le Bénin à la quête d'un bon manager. Nécessité de maintenir le cap du développement. Je sais que vous serez d'accord avec le quotidien. Nécessité de maintenir le cap du développement, oui ou non, Stéphane? Oui, nécessité de maintenir le cap, mais quand je vois tel que la crosse là, quand je vois nécessité de maintenir le cap, et je vois un parti, en référence à un parti politique. Est-ce qu'il y a un parti politique? Est-ce qu'il y a un logo du parti politique? Non, il n'y a pas un logo, mais je vois un parti politique. Un peu plus haut, et vous mettez ça en lien. C'est deux titres différents. On dit maintenir le cap. Non, laissez maintenir le cap. Regardez le développement. Regardez la dynamique développement. Parce que moi, je veux que le pays se développe. Oui, développement, mais en maintenant le cap. En maintenant le cap. Maintenir le cap. Si on est à la recherche, ça ne me gêne pas. Non, ça ne le gêne pas. Il sait de quoi, je sais de quoi il parle. Et si on est à la quête d'un bon manager, on n'a pas dit qu'on a déjà trouvé, non? Non, on est à la quête de bon manager. Oui, on trouve. Et on souhaite maintenir le cap du développement. Oui, le manager dont on parle peut être vous, peut-être.
Évidemment. Selon, si je m'en tiens au titre, ça peut être vous, ça peut être Ouma, ça peut être moi. Justement. Non, en fait, mais ce qui importe, c'est de maintenir le développement. Oui, oui. En fait, je disais ça pour taquiner un peu le confrère. Je voulais le taquiner. Moi, j'avoue que j'apprécie ce titre. Oui. J'apprécie ce titre parce que le développement préoccupe. Oui. Maintenant. Oui, si vous me le permettez. Oui. En fait, vu tout ce que le gouvernement, vu tout ce que le président Patrice Talon a fait, c'est quand même normal qu'on puisse maintenir les acquis du président Patrice Talon après son départ. Et donc, c'est vrai, le peuple est en train de réfléchir. Le peuple est en train de réfléchir, les partis politiques sont en train de réfléchir, le chef de l'État aussi est en train de réfléchir à qui il va passer la main, certainement qu'il va nous le faire savoir, et les partis politiques, espérons, porteront le duo candidat qui sera désigné par le chef de l'État, et le peuple, à son tour, avisera à travers les urnes, puisque, in fine, c'est le peuple qui décidera de ce bon manager qui pourra être en mesure d'assurer la succession du président Patrice Talon. Ça peut être dans le camp de la mouvance présidentielle comme ça peut être dans le camp de l'opposition. Donc le peuple appréciera. Plus loin, si l'on s'en tient à ce titre, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le quotidien veut dire que le président Talon a été un bon manager et qu'il va falloir donc un autre bon manager pour continuer le développement? C'est justement cela qui a fait que moi j'ai retenu le titre. Le titre, je l'ai retenu à cause du mot manager. Il n'a pas dit un bon président, un bon candidat, un bon politicien. Il a dit un bon manager. Et vous êtes tous d'accord avec moi, Maurice et Stéphane, que quand on dit manager, on pense à entreprise. Et souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, peut-être que nous tous, on le disait ensemble, qu'il dirigeait le pays comme une entreprise. Tout le monde l'a dit. Voilà. Et aujourd'hui, voilà un de nos confrères qui dit un bon manager. Un bon manager. Donc, quelqu'un qui sait bien diriger comme si on dirigeait... Good manager. Voilà. comme si on dirigeait... Je ne sais pas si on peut dire ça. Comme si l'anglais a... Voilà. Quelqu'un qui dirige un pays... Peut-être qu'on n'utilisera pas good, mais bon, je ne sais pas. Voilà. Et great, même si vous voulez. Great manager, d'accord. Voilà. Donc, quelqu'un qui dirige donc comme une entreprise, finalement. Donc, la donne a changé. Et moi, ce que je veux retenir de tout ceci, c'est quoi? Est-ce que le président Talon a bien fait? Est-ce que le président Talon n'a pas bien fait à la tête du pays après ces 10 ans? Moi, je pense que c'est à chacun de juger. Mais moi, amoureux de la modernité, et c'est un secret de polichinelle que de le dire ainsi, parce que je l'ai tellement répété sur ce plateau, je suis un amoureux de la modernité. J'aime que le Bénin ressemble aux pays les plus industrialisés. J'aime quand le Béninois lui-même commence à penser comme les gens pensent dans les pays les plus industrialisés. Parce que c'est cela aussi l'objectif, aller donc de l'avant, relever le pays, léguer aux générations futures un pays beaucoup plus grand que ce que nous, on a vécu. Enfin, c'est ça aussi l'objectif. Et je pense que rien qu'en prenant cela, on peut dire sans se tromper, sans embâche, sans fioriture, que le président Talon a mis le Bénin sur un bon élan. Sur orbite. Voilà, il a mis sur orbite. Maintenant, il faut garder désormais la trajectoire, ne pas quitter la trajectoire et continuer toujours à évoluer dans une bonne trajectoire. On est déjà bien parti sur le plan des infrastructures, sur le plan des réformes. Toutes les réformes ne sont pas bonnes. On va me taper dessus, notamment sur le plan politique. On est tous d'accord. Mais il y a eu des réformes. Au-delà de politique, sur le plan administratif, regardez ce que comment on appelle, les réformes ont permis d'avoir aujourd'hui. Donc, il faut le reconnaître. Nous sommes sur une bonne lancée. Et donc, la question de notre confrère ce matin, le Bénin, enfin, ce n'est pas une question, il a dit le Bénin est à la quête d'un bon manager. Oui. Vous voyez, nécessité de maintenir le cap du développement. Donc, on a évolué désormais. On ne veut plus seulement un simple politicien qui va venir donc faire, comment on appelle, arrondir les bords à chaque fois. Dès qu'un individu va se lever pour dire non, ce que le président n'a pas fait n'est pas bon, je vais organiser une marche dans l'arrière-cour de mon grand-père, dans mon village quelque part, et tout de suite, le président aussi va commencer à l'écouter. Un manager qui, tout de suite, va se sentir gêné dès qu'il y aura les premières critiques. Regardez le
président Talon aujourd'hui, tu as beau critiquer, tu as beau dire ce qu'il... S'il pense que ce n'est pas de la bonne ligne pour lui, il ne va pas te répondre, il ne va pas agir selon ce que toi tu veux. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui ont dit pas mal de choses aujourd'hui. Donc, ça veut dire quelque part aussi qu'on change finalement un tout petit peu de mentalité, qu'on le veuille ou pas. Et ça, cela n'a choqué personne que notre confrère dise le Bénin à la quête d'un bon manager, point d'exclamation. Il l'affirme, il s'exclame en le disant. Et personne, ça ne gêne plus personne. On ne dit plus, non, le Bénin n'est pas une entreprise, ce n'est pas une entreprise qu'on va venir manager. Non, on cherche un bon dirigeant qui va penser au social, qui va penser à ce qui va penser. Donc finalement, les travaux du président Patrice Talon, finalement, commencent à séduire et finalement, le mot manager ne gêne plus. Voilà, ça, c'est ce que je retiens. Et ça titillait un peu Stéphane. Stéphane, donne-moi une seconde, n'oublie pas ce dont tu veux parler. Sylvain Djossa, qui nous suit depuis la Guinée équatoriale, dit que c'est le peuple qui décide et non au président de nous le choisir. Je vais vous donner la parole tout à l'heure et vous poser la question qui concerne cette affirmation. Il ajoute que nous voulons des politiques qui respectent leurs paroles. Je vous laisse maintenant continuer. Oui, je voulais dire que quand il parlait de manager, de gérer le pays comme si c'était une entreprise, c'est vrai que certains partageront ce point de vue, mais d'autres continueront pas à penser que un pays n'est pas une entreprise et que la gestion d'un pays, si on le faisait comme si c'était une entreprise, ça peut révéler un certain nombre de failles. Ensuite, sur la question de savoir si le président Patrice Talon a été un bon manager, évidemment, on est tous consentants pour dire que le président Patrice Talon a été un bon manager. Mais il n'y a pas de management aussi merveilleux, splendide que cela puisse paraître, qui ne révèle ou ne recèle pas quelques points de failles, etc. Donc, le président Talon a été un réformateur, incompris certainement, qui a bousculé les habitudes, qui a bousculé les donnes. Donc, on a été remodelé, habitué à une nouvelle réalité à laquelle on n'était pas habitué par le passé. Et ça, on peut comprendre que la pilule aura été difficile à avaler pour beaucoup. On a dû serrer la ceinture pendant un moment. Oui, on a dû serrer la ceinture. Mais il faut également dire que si on doit assurer la succession du président Patrice Talon, il va falloir donc préserver ses acquis, on est d'accord, mais en même temps corriger ce qui n'a pas marché sous son règne, parce qu'on ne peut pas dire que tout a marché, et lui-même ne saurait le dire, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Permettez-moi rapidement, le temps passe, de vous poser une question. Oui. Est-ce que si le président fait sa proposition pour donc maintenir le cap du développement, et si le peuple refuse, ça dit que dans les unes, le peuple refuse. Est-ce que ne voudra pas dire que le Bénin refuse le développement? Non, ça ne veut pas dire que... En fait, je veux clarifier une chose. En fait, le peuple ne choisit pas les candidats. Le peuple choisit... Non. Le peuple choisit... Si le président propose, le peuple finira par choisir dans les unes. C'est ce que je voulais dire. Oui, est-ce que je peux aller au bout de... Oui, allez-y. En fait, il y a des propositions de candidats. Mais c'est le peuple, in fine, qui choisit parmi ces candidats-là. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, le peuple n'est pas en amont du processus. Oui. Le peuple est en aval du processus. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce sont les partis politiques aujourd'hui, si on doit tenir compte de la réforme du système partisan, ce sont les partis politiques qui viennent consulter le peuple sur la base d'un certain nombre de candidats. Oui. Nous sommes d'accord? Et il reviendra maintenant au peuple de valider. Soit dans le camp de la majorité présidentielle, soit dans le camp de l'opposition. Donc, le peuple finira par dire pour qui. Donc, dans les deux cas, le peuple ne veut pas dire... Est-ce qu'il y a des minorités présidentielles? Minorités présidentielles. De minorités présidentielles. De minorités présidentielles. Oui. Ah oui, peut-être. Minorité présidentielle. Oui, peut-être. Aujourd'hui, en France, par exemple, c'est la cohabitation, parce que le président de la République est... Donc, pour répondre à la question de notre ami internaute, c'est vrai, c'est le peuple qui choisit. À Sylvain Djossa? Oui, le peuple choisit, mais sur la base des propositions que les partis politiques
fonds. Voilà. Mais au-delà de ce que... On va finir. Très rapidement. Je vais installer dans un court instant mes distingués invités. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre à travers donc, la question de notre compatriote qui est en Guinée équatoriale, c'est qu'aujourd'hui, le peuple aussi n'est plus trop prêt à dire, voilà, quelqu'un va venir, c'est le président qui va nous dire, voilà celui qu'il faut prendre. Et puis d'ailleurs, au Bénin, nous, on est déjà vaccinés contre ça. On sait le peuple ne veut plus que le président dise, ça là, c'est fini. Au Bénin, on n'en veut plus. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et contrairement à ce que vous dites, moi, je pense que le peuple est également en amont. Je comprends ce que vous dites, hein, mais je pense que le peuple est également en amont. En amont, mais très silencieux, observateur, il ne dit rien. Le peuple béninois, généralement, est d'ailleurs même très silencieux et c'est dans les unes qu'il frappe. Et on sait à chaque fois, quand il frappe, ce que ça donne. Et avec Zinsou, on l'a vu. Donc, si on veut nous envoyer quelqu'un comme ça, le parachuter comme ça du jour au lendemain et vouloir en faire comment on appelle, un héros, le Messie qui va sauver le Bénin, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Donc, à toutes les obédiences, il faut savoir choisir le bon candidat, le candidat qui va correspondre donc aux attentes donc, du peuple. Stéphane Arinouassou, votre présence sur ce plateau m'a fait du bien. Merci. Moi également. Je suis heureux de le savoir. Vous aimez bien. Il devrait venir plus souvent, c'est très intéressant. Mais j'ai envie d'aborder un sujet qu'on n'a pas abordé. Il y a les distingués invités qui sont là. Par rapport à la chefferie. À la chefferie traditionnelle. Moi aussi, j'ai bien envie de dire un mot. À la chefferie traditionnelle. Vraiment. Mais on va je vais vous prendre dans la caméra. Je vais prendre vos avis quand on va finir l'émission avec la caméra, qu'on va passer dans les éditions. D'accord. Des analyses, pourquoi pas. On peut faire comme ça aussi. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci pour votre tolérance.